Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous invite à revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtres et trahisons, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Si je vous dis Gutenberg, je suis sûr que je peux deviner les images qui vous viennent à l'esprit. Un vieux monsieur avec une belle barbe blanche, une presse en bois d'où sort la toute première feuille imprimée de l'histoire, et peut-être même des noms d'écrivains et de grands peintres de la Renaissance. Invoquer le nom de Gutenberg, c'est comme faire jaillir d'un coup la lumière nouvelle d'une invention qui a bouleversé l'humanité tout entière. Mais que sait-on vraiment de cet homme ? Quelle a été sa vie ? Comment a-t-il inventé l'imprimerie et où l'a-t-il inventé ? Aujourd'hui, on va se lancer dans une enquête pour découvrir les origines de l'invention la plus importante des 2 derniers millénaires. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors là, normalement, il y a peut-être un mot de l'introduction qui vous a fait tiquer. Une enquête ? Mais pourquoi une enquête ? Normalement, on fait une enquête quand on a besoin de découvrir un meurtrier ou de résoudre une énigme. Bref, pour révéler quelque chose qui est caché. Mais là, Gutenberg, il est pas vraiment caché, non ? Tout le monde sait qu'il a inventé l'imprimerie, on nous l'a tous appris à l'école. Non ? Eh bien non. S'il est vrai que Gutenberg n'était pas un meurtrier, en tout cas pas qu'on sache, il a tout de même un point commun avec les criminels, il a subi un procès. Et même 2 procès d'ailleurs. C'est grâce à ces 2 procès qu'on connaît la majorité des informations qui ont permis aux chercheurs de lui attribuer l'invention de l'imprimerie. Et oui, quand 2 personnes cherchent à régler un différend devant la justice, le juge est bien obligé de creuser l'affaire, d'entendre des témoins, de démêler le vrai du faux, bref, de faire une enquête. Et ces 2 enquêtes qui ont été menées respectivement en 1439 et 1455 vont clairement nous aider dans notre propre enquête. Alors accrochez-vous, on va plonger directement dans le passé trouble de ce bon Gutenberg et revivre ces 2 grands moments qui ont marqué sa vie. Notre première étape est Strasbourg, en l'année 1439. « 1439, Strasbourg. Cette année-là, un cas étrange est porté devant la juridiction municipale. Celui d'un conflit sur l'héritage d'un petit bourgeois dénommé Andreas Dritzen. C'est une affaire un peu compliquée, sur laquelle les juges municipaux ont sans doute sué pendant longtemps avant de rendre leur verdict. Il faut dire que toute l'histoire dont je vais vous parler est volontairement enveloppée dans un ténébreux voile de mystère. Commençons donc par les faits. Le jour de Noël 1438, Andreas Dritzen décède, frappé par la peste qui fait son grand retour dans la région du Rhin supérieur. Ses 2 frères, Claude et Jörg Dritzen, contactent un certain Johannes Gutenberg pour qu'il accepte de les intégrer à la place de leur frère décédé dans une entreprise fondée par Gutenberg lui-même et qui promet, vraisemblablement, d'être fort lucrative. Salut à toi, jeune entrepreneur. Seul problème, Gutenberg refuse catégoriquement. En effet, le contrat fondateur de cette fameuse entreprise comporte une clause de secret.
Chacun des associés est tenu de garder un secret absolu sur ce qui se trame au sein de l'entreprise. Et il n'est pas prévu du tout qu'un héritier puisse intégrer le petit groupe d'associés si l'un d'eux venait à mourir. Furieux, les deux frères décident de poursuivre Gutenberg en justice pour obtenir le remboursement de la part apportée dans l'entreprise par leur frère défunt. Et c'est là que l'affaire se corse. Alors oui, mais pas de façon aussi littérale quand même. L'histoire étant très complexe, les juges entendent la déposition de 33 témoins, dépositions qui nous sont connues uniquement par 6 fragments, recopiés au XVIe siècle par un archiviste strasbourgeois. Voici ce qu'on y apprend. En 1436, Gutenberg s'est associé avec Andreas Dritzen, un petit bourgeois de Strasbourg issu d'une bonne famille. Le but de l'association est de polir des pierres précieuses ou semi-précieuses, puisqu'apparemment Gutenberg s'y connaissait et il avait promis à Andreas de lui apprendre tout ce qu'il savait en échange de son aide. On ne sait pas ce qu'a donné cette entreprise, mais on sait qu'en mars 1438, Andreas et Gutenberg récidivent et créent une deuxième société, celle du polissage des miroirs. Cette fois-ci, ils ne sont plus tout seuls. Ils sont rejoints par 2 compères. Un certain Hans Riffe, un haut fonctionnaire strasbourgeois pété de thunes, et Andreas Heilmann, un gars de la même trempe qu'Andreas Dritzen. Le petit groupe a de la suite dans les idées, car après seulement quelques mois de travail en commun, ils s'associent à nouveau dans une 3e société, beaucoup plus ambitieuse celle-là. Le contrat est signé à l'été 1438, mais n'a pas été conservé malheureusement. Alors c'est quoi cette 3e société ? Eh bien c'est là que le mystère s'épaissit. D'après la déposition des témoins, Gutenberg travaillait dans son coin à un projet secret, qui n'avait rien à voir avec les 2 précédentes sociétés. Un jour que les associés se rendent chez Gutenberg, ils découvrent ce projet et commencent par se fâcher. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils se sont mis d'accord pour bosser sur des miroirs et Gutenberg se permet d'utiliser son précieux temps à faire autre chose. Et bah forcément, il faut pas s'étonner si le travail n'avance pas dans ces conditions, hein. D'accord si tu le termines avec 4 mois de retard. 3, je peux pas aller moins vite. D'accord, va pour 3, mais pas moins, sinon tu paieras de ta poche des pénalités d'avance. Mais rapidement, Gutenberg trouve les mots justes et convainc les 3 associés de le suivre dans cette nouvelle aventure. Plus exactement, comme disent les documents, il leur promet de leur enseigner tous ses arts et ses entreprises. En allemand, Kunst und Aventur. Ça nous avance pas beaucoup tout ça. Durant tout le procès, personne ne nomme jamais l'objet de l'entreprise. Les témoins, les associés et Gutenberg lui-même emploient des mots qui sont volontairement vagues. On parle de la chose, des formes, de l'objet, de l'ouvrage. Bref, on veut absolument conserver le secret. Et puis au final, les juges, ils se fichent pas mal de savoir ce qui se trame. Eux, ils ont juste besoin d'en savoir assez pour trancher le litige. Sans savoir exactement de quoi ils retournent, il faut tout de même qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Alors, ce qui est clair, c'est que cette 3e aventure a coûté très cher et que c'est un travail de titan. Les associés ont versé entre 600 et 900 gulden dans le capital de l'entreprise durant l'année 1438. Alors le gulden, ça n'a rien à voir avec un chien très sympa, c'est le nom allemand du florin rhénan, la monnaie de référence dans la région du Rhin supérieur. Pour vous donner une petite idée, au milieu du XVe siècle, un ouvrier gagnait entre 20 et 30 gulden par an. Donc là, c'est un sacré paquet de thunes, peut-être l'équivalent de 200 000 € actuellement, vous voyez. Mais que pouvaient bien faire nos petits amis avec autant d'argent ? Eh bien, pas mal de choses. Il semble bien que les associés avaient construit une machine, car plusieurs témoignages sont assez clairs sur cette question. Le valet de Gutenberg en particulier raconte qu'en apprenant la mort d'Andreas, son maître l'a envoyé de toute urgence chez le défunt pour mettre en sécurité la presse en bois qui se trouvait chez lui.
Plus mystérieux encore, il lui ordonne d'ôter 2 vis qui se trouvent sur la presse. Ce geste fera tomber 4 pièces qui, une fois séparées de la machine, ne pourront plus révéler leur véritable utilité. En gros, on va pas jouer sur les mots, à peine son ami refroidi, Gutenberg envoie son valet pour faire disparaître les preuves. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais on sait une chose. Il est crucial pour notre bon Gut-Gut que sa machine ne soit pas comprise. Son utilité réelle doit rester cachée. Et elle doit être sacrément complexe si enlever 2 vis suffit à la rendre complètement inopérante. Est-il caché? Est-il en sûreté? En tout cas, cette action est essentielle pour Gutenberg, car il l'a confiée à 2 personnes en même temps. Outre son valet, il a également sollicité un certain Konrad Zasbach. Ce bon Konrad est en fait un menuisier, et c'est lui qui a construit la fameuse presse. Et là, c'est le drame. En arrivant chez Andreas, les 2 hommes découvrent que la presse et ses fameuses pièces secrètes ont déjà disparu. C'est une véritable catastrophe. Évidemment, Gutenberg suspecte immédiatement les frères d'Andreas. Et il n'a pas tort, car les circonstances du procès sont pour le moins tarabiscotées. Les frères d'Andreas affirment en effet qu'ils ont découvert la participation d'Andreas à l'entreprise en lisant le projet de contrat sur sa table de nuit. Alors on passera sur l'indiscrétion, mais de toute façon, rien de tout ça ne se tient. Si les frères avaient vraiment posé les yeux sur le contrat, ils auraient su qu'il interdisait explicitement à des héritiers de rentrer dans la société. Bref, tout ça sent la malhonnêteté à plein nez. En plus, Jörg Dritzen n'était pas un enfant de cœur. Il est connu pour plusieurs procès liés à sa mauvaise conduite, donc ça devait être le genre à la fois bagarreur et procédurier. Andreas connaissait d'ailleurs bien son frère, puisqu'il aurait eu la conversation suivante avec un témoin le soir de sa mort. Middelhart, si je meurs, je voudrais n'être jamais entré dans la société. Pourquoi donc ? Parce que je sais que mes frères ne pourront jamais s'entendre avec Gutenberg. Je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi. Que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Visiblement, le crime ne paie pas, puisqu'on connaît un autre procès à l'automne 1446 qui cette fois-ci concerne les 2 frères entre eux. Ils s'accusent mutuellement d'avoir volé une partie de l'héritage d'Andreas, et notamment, comme le notent les juges, l'outil de taille et la presse, ainsi que des livres grands et petits. Voilà qui est intéressant, mais on y reviendra. Si les 2 affreux frangins étaient aussi empressés de récupérer l'héritage alors que la dépouille de leur frère était encore dans la maison, c'est que ce bon Andreas s'était ruiné pour cette entreprise. Le procès nous apprend qu'il a dû hypothéquer plusieurs de ses biens et même qu'il n'arrivait plus à payer ce qu'il devait. En signant le contrat à l'été 1438, il s'était en effet engagé à verser 125 gulden au capital de l'entreprise. Et c'est quand même pas rien, même pour un petit bourgeois, on parle de l'équivalent de 30 000 ou 35 000 euros d'aujourd'hui. Or, Andreas n'a déjà plus un rond. Il arrive à verser seulement 40 gulden sur la première échéance de 50 et il meurt avant d'avoir pu réunir le restant de la somme. En tout cas, les associés travaillent dur. Ils ne ménagent pas leurs efforts, ça c'est sûr. Une voisine d'Andreas, une marchande qui s'appelle Bärbel, rapporte la conversation suivante lors du procès. Par une nuit, je parlais de choses et d'autres avec Andreas. Je lui dis « Tu ne veux pas aller te coucher ?» Et il lui répond « Non, je ne peux pas, j'ai encore des choses à faire. » Alors elle lui dit « Mais que Dieu m'aide, vous dépensez beaucoup d'argent, ça doit vous avoir coûté au moins 10 gulden. » Andreas lui répond « Tu es folle si tu penses que ça ne m'a coûté que 10 gulden. Écoute, si tu avais autant d'argent que j'en ai mis dans cette œuvre, tu serais à l'abri pour le restant de tes jours. Ça m'a coûté près de 500 gulden, et c'est encore peu par rapport à ce que ça va encore me coûter. C'est pourquoi j'ai dû gager tous mes biens et mon héritage. »
Effaré, Bärbel lui dit « Sainte douleur, mais que ferez-vous si vous échouez ?» Et Andreas lui répondit « Nous ne pouvons pas échouer. » Bon, on commence à avoir déjà pas mal d'informations. Déjà, on sait que les associés travaillent d'arrache-pied. Ils dédient leurs jours et leurs nuits à l'œuvre qui les occupe dans le plus grand secret. Et ils consentent des efforts financiers massifs. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose. Ils ont de gros espoirs de rentabilité. Andreas était convaincu que le succès de l'opération lui permettrait de largement rembourser ses dettes. Visiblement, Gutenberg savait ce qu'il faisait, puisqu'il avait réussi à rassembler autour de lui un groupe d'associés prêts à le suivre et à lui faire confiance dans la perspective d'une forte rentabilité. Donc le gars Gutenberg, c'est pas n'importe qui. Et maintenant, on peut en venir à la fameuse question. Mais que diable faisait-il ? Qu'est-ce qui peut justifier un tel secret, une telle volonté de cacher le but de l'entreprise et les machines qui vont servir ce but? Pour le savoir, on va d'abord s'intéresser aux deux premières sociétés parce qu'elles nous en apprennent déjà pas mal. Alors, on l'a dit, la première société, fondée en 1436, avait pour but de polir des pierres précieuses ou semi-précieuses. Là, on tombe déjà sur un premier problème. Normalement, ce sont les orfèvres qui s'occupent de ce genre de travail. Non, excusez-moi, mais j'ai déjà perdu des joyaux de cette façon, alors... Dans la société strasbourgeoise du milieu du XVe siècle, et même plus généralement dans la deuxième moitié du Moyen-Âge occidental, le travail artisanal est très étroitement encadré par le système des corporations. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus, mais en gros, une corporation, c'est un groupe d'artisans ayant le monopole sur l'exercice d'un art. C'est un monopole juridique qui est encadré par un statut. Par exemple, les menuisiers ont le monopole de la fabrication des meubles en bois. Aucun artisan n'a le droit de produire des meubles s'il ne fait pas partie de la corporation des menuisiers. Ce système avait pour but d'éviter les contrefaçons, de garantir la bonne qualité des produits et surtout de garantir le revenu et le contrôle des artisans sur leur art. Et c'est des choses qui existent encore, typiquement les kinés, c'est une corporation moderne. Vous n'avez pas le droit d'exercer en tant que kiné si vous ne faites pas partie de la corporation. Donc, tailler et polir des pierres précieuses pour en faire des bijoux ou d'autres objets, c'est le monopole des orfèvres. Or, ni Gutenberg, ni Andreas Dritzen n'étaient orfèvres. Ça, on en est sûr. Par contre, on sait que Gutenberg fréquentait des orfèvres à Strasbourg. On peut penser qu'il avait eu l'idée d'une nouvelle manière de polir des pierres, une manière qui pouvait peut-être intéresser ses copains orfèvres. Peut-être donc a-t-il décidé de tester cette invention avec l'aide de son pote Andreas. On sait que les machines qui servaient à polir, qui sont des sortes de tours, étaient limitées à l'époque par leur mouvement de va-et-vient qui rend le polissage compliqué et moins efficace. On sait également que ce type de tour a été amélioré à la fin du XVe siècle par l'adjonction d'un système de bielle-manivelle qui permet un mouvement de rotation qui va toujours dans le même sens. Donc peut-être que Gutenberg avait pensé à ce système avant tout le monde et avait décidé de l'expérimenter. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Passionné, je vois que nous sommes arrivés aux mêmes conclusions, avec toutefois un léger avantage pour moi. En effet, on a plus d'informations sur la deuxième société, celle des miroirs. Alors en fait, son nom est trompeur, puisqu'il ne s'agit absolument pas de miroirs pour se regarder dedans, miroir mon beau miroir, mais d'enseignes de pèlerinage, des sortes d'objets votifs produits en masse lors de grandes occasions religieuses. Et pour le cas de Gutenberg, les témoignages recueillis lors du procès nous permettent même d'être encore plus précis. Les associés travaillaient en prévision du pèlerinage d'Aix-la-Chapelle. Alors ce pèlerinage, c'est un truc énorme.
La cathédrale d'Aix, en Allemagne donc, possède des reliques particulièrement rares, notamment des langes du petit Jésus, un vêtement de la Vierge Marie et même le pagne de la crucifixion. Tout cet attirail est montré en grande pompe une fois tous les 7 ans lors d'une occasion qui draine des dizaines voire des centaines de milliers de pèlerins venus de toute la chrétienté et notamment d'Europe centrale et orientale. À en croire les témoignages des locaux, c'est l'enfer en ville pendant le pèlerinage, puisque des hordes de pèlerins hongrois qui pulaillent à cause de leur régime alimentaire envahissent les rues, et en 1440, une maison s'est même écroulée sous le poids des visiteurs qui résidaient à l'intérieur. Alors autant dire qu'à côté, ce qu'on reproche à Airbnb aujourd'hui, c'est de la rigolade. On risque perpétuellement de se faire écraser par la foule et la ville doit même fermer les portes pour éviter une affluence mortelle. Lors de ce pèlerinage donc, la foule est tellement compacte que la plupart des visiteurs ne peuvent même pas voir les reliques montrées à la foule depuis un balcon de la cathédrale. Il y en a même certains qui se postent sur les collines alentour de la ville en espérant pouvoir les voir. On vend alors de petits objets en métal qu'on appelle donc des miroirs, qui comportent une espèce de petite décoration gravée et une pièce convexe en métal poli qui est censée recueillir les rayons sains envoyés par les reliques. Comme ça, même si on ne voit rien, c'est pas grave, il suffit de lever son miroir en direction des reliques pour faire une sorte de porte-bonheur imprégné des énergies célestes. Ah, tant qu'ils atteindront pas notre niveau de culture, on s'en sortira pas. Bref, vendre des miroirs de cette sorte à la foule des pèlerins, c'est une affaire intéressante. Enfin, attention, on est quand même sur du commerce de masse. Les miroirs ne coûtent pas grand-chose à produire. On taille d'abord un moule en stéatite, dans lequel on va couler un mélange d'étain et de plomb, qu'on devra ensuite venir limer et ébarber avant de le vendre. Et puis évidemment, il faut polir la partie miroir. Ça nous coûte donc rien, mais ça ne se vend pas cher non plus. On a intérêt à en vendre des tonnes pour espérer faire un profit substantiel. Alors je ne peux pas vous dire ce que Gutenberg avait inventé pour fabriquer ces miroirs, mais ce qui est sûr, c'est qu'il voulait en fabriquer des quantités gigantesques. Car le capital réuni par tous les associés atteint quand même 1000 gulden, donc une sacrée somme. Et surtout, c'est une somme bien trop élevée pour un atelier traditionnel de fonte d'objets votifs, qui ne nécessite pas un tel investissement. Peut-être avait-il mis au point un moyen pour massifier la production, par exemple par estampage du métal par une grosse presse, ce qui aurait évité la longue étape de limage et débarbage. Pour être honnête, on n'en sait rien. Par contre, à ce niveau d'information, on peut au moins être certain d'une chose. Ce qui motive Gutenberg, c'est de dégager un profit substantiel en facilitant et en accélérant la production d'objets matériels. On en est certain pour 2 raisons. La première, je vous l'ai dit, c'est le niveau d'investissement. Vu les sommes dont on parle, il ne peut pas s'agir de projets de faible envergure, ni même de projets d'artisanat classique. La deuxième raison, c'est que Gutenberg n'était enregistré dans aucune corporation. Pour 1444, on connaît une liste de personnes qui peuvent porter les armes pour défendre Strasbourg. Gutenberg y est noté comme associé à la corporation de l'échasse, une sorte de fourre-tout dans laquelle on trouve les orfèvres, les peintres, les savetiers, les verriers et les bourreliers. Chose étonnante, on y trouvera également, dans quelques années, les imprimeurs. Mais être associé à la corporation ne veut pas dire en être membre, ça c'est sûr. Donc si Gutenberg n'est pas membre d'une corporation, il n'a pas le droit de se livrer à un art connu. On peut donc légitimement supposer que ce qu'il fait est nouveau, innovant et ne rentre donc pas dans les cases bien réglementées des corporations. Et c'est pour ça qu'on l'a associé à la corporation qui passe pour être le fourre-tout des gens qui ne peuvent pas aller dans une autre corporation. Les objets qu'il cherche à produire avec ses amis ne sont peut-être pas nouveaux en soi, mais la manière de les produire, elle, est nouvelle. Ça, c'est sûr. Alors, c'est l'heure de la grande question. Après les pierres précieuses, après les miroirs, est-ce que la troisième société avait pour but de massifier la production de livres ? Moby quoi? J'en ai marre que tu lises. T'es une verre de bois, il est temps que tu te conduises comme tel. Assieds-toi bien et regarde la télé.
Gutenberg travaillait-il, en 1439, dans la ville de Strasbourg, à inventer l'imprimerie? Eh bien, on n'en sait rien. Voilà. Non, attendez, partez pas, je rigole. On a tout de même des hypothèses. Il faut faire attention, évidemment, à ne pas chercher dans le passé des preuves de son activité future. Ça n'est pas parce que Gutenberg est connu pour l'imprimerie que toutes ses activités antérieures sont forcément liées à cet art. Le bonhomme a quand même l'air diablement inventif, il a touché à plein d'activités différentes. Mais on a tout de même de bons arguments pour dire que cette fameuse activité secrète, c'est bien l'imprimerie. Déjà, il y a la machine elle-même, une presse en bois d'un genre nouveau. On sait également que la société a acheté de grandes quantités de plomb et que ces fameuses formes dont parlent les témoins, les pièces qui pouvaient se détacher de la machine, pouvaient être fondues. Ça, ce sont les témoignages du procès donc, qui nous le disent. On sait également que la machine comportait des pièces mobiles qu'il fallait assembler d'une manière que seul Gutenberg et ses associés pouvaient comprendre. Donc si on met toutes ces informations bout à bout, on commence à mieux percevoir le fameuse œuvre, l'art et l'entreprise dont parlent les témoins. C'est technique, c'est métallique, c'est innovant et ça demande énormément de travail et d'argent. Et surtout, c'est potentiellement très rentable. Et puis dernier argument, que je ne développe pas trop pour l'instant mais on va y revenir, le vocabulaire utilisé est très proche de celui du deuxième procès, celui donc de 1455, dont on sait parfaitement pour le coup qu'il porte sur l'imprimerie. Enfin, dernier détail qui tue, dans le fameux procès que les frères Dritzen se font entre eux en 1446, pour s'accuser mutuellement d'avoir volé l'héritage de leur frère décédé, on parle de livres grands et petits, ce qui est très original dans un héritage de petits bourgeois. Donc ça ne peut pas être une simple coïncidence. Pour lire. Tu sais lire, toi. Alors attention tout de même parce qu'il y a aussi des arguments qui vont à l'encontre de cette théorie. Déjà, on ne trouve de traces ni d'encre, ni de papier. Pourtant, tout ça, ça coûte un bras. Et en 1439, on ne produit pas encore de papier à Strasbourg. Si Gutenberg et ses petits potes ont fait venir des chariots entiers de papier importés d'Italie, les témoins en auraient forcément parlé. À moins que rien n'ait transité par le domicile du bon Andreas. Mais bon, ça, on peut pas être sûr. Ensuite, on ne peut pas balayer l'absence de preuves matérielles. Aucune impression datant de 1439 ou même de la décennie 1440, aucune impression n'a été conservée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, évidemment, mais ça implique tout de même qu'on n'en a pas produit 50 000. Autre élément qui incite à la prudence, aucun des comparses de Gutenberg n'est devenu imprimeur par la suite. Puisqu'il restait 2 associés après la mort de Andreas Dritzen, sans compter évidemment les 2 affreux frangins qui ont piqué la presse, il serait étonnant qu'aucun d'entre eux n'ait eu l'idée de s'essayer à imprimer dans son coin si le business était aussi juteux. Bref, comme d'habitude en histoire médiévale, plus on creuse, moins on en sait. Voici tout de même un essai de chronologie des événements rapportés par le procès. Attention, il s'agit de suppositions. En 1436, Gutenberg et Andreas commencent à travailler ensemble, d'abord à polir des pierres précieuses, puis à polir et ou produire des objets votifs. Ils engagent pas mal de fonds dans ces 2 entreprises. Problème, les associés ont commis une erreur lors de la création de l'entreprise des miroirs. Ils pensaient que le pèlerinage aurait lieu en 1439, mais ils se sont trompés d'une année, puisque celui-ci se tiendra en fait en 1440. Ils ont donc du temps à tuer et décident dès l'été 1438 de se consacrer à un nouvel art, celui sur lequel Gutenberg travaillait en secret dans son garage avant que les associés ne le découvrent opportunément. Une nouvelle société est donc fondée avec un capital conséquent. Le contrat est conclu pour 5 ans, ce qui suggère que l'opération est très ambitieuse. Beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Bon, il faut savoir que ce tournage a pris 3 ans de ma vie. Beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures, rupture de l'abdominal. Mais le plus triste, c'est que maintenant que l'équipe de tournage est partie, je me sens seul dans mon garage.
Les associés travaillent d'arrache-pied, mais la mort d'Andreas, à la Noël 1438, vient mettre tout ce bel édifice par terre. Gutenberg tente de cacher la presse et de sauver son invention, mais c'est déjà trop tard. Les frères Dritzen ont piqué le fruit du travail des associés. Pour la suite, on sait que le tribunal de Strasbourg a donné raison à Gutenberg. Le jugement lui ordonne de régler aux frangins Dritzen survivants les 15 gulden qui restent dans l'héritage de leur frère, mais confirme qu'ils n'ont aucun droit à rentrer dans la société. Pour le reste, on sait que Gutenberg reste à Strasbourg au moins jusqu'en 1444, date de la fameuse liste dont je vous ai parlé, qui l'associe à la corporation de l'échasse. Alors, que fait-il durant ces 5 années ? Est-ce qu'il continue de travailler avec les associés restants à cette fameuse invention dont on peut penser qu'il s'agit de l'imprimerie ? Eh bien, on ne sait pas. Est-ce qu'il continue à faire des miroirs pour le pèlerinage d'Aix-la-Chapelle ? On ne sait pas non plus. Mais d'ailleurs, maintenant que j'y pense, qu'est-ce qu'il fait à Strasbourg, notre bon Gutenberg ? Je croyais qu'il venait de Mayence. Et puis d'ailleurs, c'est qui Gutenberg, hein ? Merci de poser la question, il faut quand même qu'on creuse un peu tout ça. Car derrière l'accusé, il y a tout de même un homme. Alors, avant d'être le poil à gratter des tribunaux de Strasbourg, Gutenberg est un grand bourgeois de la ville de Mayence. De son petit nom, il s'appelle en réalité Johann zum Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, du nom des propriétés possédées par sa famille. Je suis Larmina à la Camargue Touche, la secrétaire de Monsieur Jefferson. Quel nom compliqué. Hubert Bonisseur de la Batte. Vous le savez, on ne sait pas grand-chose. Ça ne vous étonnera donc pas qu'on ne connaisse pas vraiment sa date de naissance. On connaît un acte notarié dans lequel il apparaît avec les membres de sa famille en 1420. Il était donc majeur à l'époque, puisqu'il a pu témoigner. L'ennui, c'est que c'est pas évident de savoir à quel âge on devenait majeur à Mayence en 1420. Cet âge pourrait être de 21 ans ou au contraire de 16 ans. En croisant cette information avec ce que l'on pense savoir du reste de la famille, puisqu'il avait un frère et une sœur, les chercheurs proposent généralement une fourchette. Notre bon Gut serait né entre 1394 et 1406, ce qui veut dire qu'au moment du procès de Strasbourg, en 1439, c'était déjà un homme mûr, entre 33 et 45 ans, plus vraisemblablement autour de 39, donc en pleine crise de la quarantaine. La famille de ce bon Johann fait partie de l'élite qui dirige la ville de Mayence. Je vous fais un petit topo sur cette bonne ville, c'est important pour la suite. Au milieu du XVe siècle, Mayence compte environ 6000 habitants. Donc malgré sa taille relativement modeste par rapport aux grandes villes du coin comme Cologne, Nuremberg ou Strasbourg qui émargent à 25 ou 30 000 habitants, notre petite ville est très prestigieuse. Déjà, elle possède un grand archevêque qui est également électeur de l'Empire, autant dire un prince pété de thunes qui donne du boulot à tous les artisans du coin. Mais surtout, elle est idéalement située au croisement de 2 axes commerciaux majeurs. Celui du Main, qui vient de Francfort, et celui du Rhin, qui vient de Strasbourg. À Mayence, toutes les marchandises qui transitent doivent être déchargées à la douane, où les habitants de la ville peuvent les acheter à un prix préférentiel. C'est donc une ville riche. Et au sein de cette société prospère, les plus riches des riches forment une sorte de noblesse. Ce sont les patriciens. Concrètement, ce sont eux qui contrôlent la ville et ses institutions. La clé de leur richesse réside dans l'immobilier, donc dans ces fameuses grandes maisons et ces riches domaines, notamment viticoles, qui se transmettent de génération en génération. Zur Laden, zum Gensfleisch, zum Gutenberg, tout ça, ce sont des noms de maisons
que possède la famille de Gut-Gut, respectivement au lieu dit du magasin, à la viande d'oie, donc sans doute une auberge, et à la bonne montagne. Malheureusement, rien de tout cela n'a survécu à l'intense bombardement subi par Mayence dans la nuit du 12 août 1944. Alors, en plus de leur commerce et de l'immobilier, les patriciens de Mayence profitent d'une belle entourloupe qui assure leur richesse. Vous le savez parce que vous avez écouté l'épisode sur comment devenir riche au Moyen-Âge. Eh bien, au Moyen-Âge, justement, le prêt contre intérêt est très mal vu. Ça ne veut pas dire qu'il est parfaitement interdit, sinon l'économie serait vite étouffée. Ça veut simplement dire qu'il faut ruser pour éviter que l'intérêt soit trop visible, trop évident. À ce petit jeu, les patriciens de Mayence ont une sacrée longueur d'avance grâce au système de la rente viagère. En gros, le papa patricien fait don d'une grosse somme d'argent à la municipalité, une belle charité. En échange, tout ce qu'il demande contre ce don, contre cette charité, c'est que son fils bénéficie d'une rente durant toute sa vie, correspondant par exemple, à 5% de la somme initiale. Et hop, on se retrouve avec une sorte d'assurance vie au rendement pas si dégueu, puisée directement dans les recettes municipales. Les taxes, magnifiques taxes. Alors tout ça est bel et bon, mais l'ennui, c'est que ces recettes empilées sur des générations et des générations pèsent très lourd sur les finances municipales. Les guildes en particulier, donc les corporations qui regroupent les artisans, ne sont pas très contentes de voir l'argent municipal s'enfuir ainsi dans les poches des patriciens. Et voilà pourquoi à Mayence, il y a une révolution tous les 10 ans. L'agitation est permanente entre les patriciens et les guildes, l'un comme l'autre des deux camps disposant d'un talent certain pour mal gérer les finances publiques. Bref, on s'en fout. Donc Gutenberg est un grand bourgeois, sans aucun souci d'argent, en tout cas tant qu'il est à Mayence. En 1429, une révolution des guildes jette la famille de Gutenberg hors de la ville. C'est l'exil pour toute la fratrie et on a de bonnes raisons de penser que Gut-Gut et son frère ont passé cette période à Strasbourg. En 1430, grâce à la bonne intercession de l'archevêque de Mayence, les guildes acceptent de rappeler les patriciens via un acte officiel de pardon. On sait que le frère de Gutenberg profite de l'occasion, mais pas Johann lui-même qui reste à Strasbourg. Pourquoi cette décision ? Eh bien, on n'en sait rien. Franchement rien. Toujours est-il que Gutenberg est à Strasbourg. Pour être plus précis, on sait qu'il est à Strasbourg au moins à partir du 12 mars 1434, date de son premier coup d'éclat, dont je vous parlerai juste après. Et on sait qu'il y reste au moins jusqu'au 22 janvier 1444, date à laquelle il paye pour la dernière fois la taxe sur les vins dans sa ville d'adoption. Alors, qu'est-ce qu'il y fait pendant tout ce temps et comment vit-il ? Avec mes potes, on va s'acheter un van et on va vivre de la générosité des gens. Parce que l'homme est bon, man. Alors pour ce qui est de ses revenus, Gutenberg n'est pas trop à plaindre. En effet, il dispose d'une rente viagère qui lui est versée par la ville de Strasbourg, l'équivalent de 26 gulden par an, donc ça correspond à un salaire d'ouvrier, à peu près. Mais il a aussi des rentes venues de Mayence, enfin, en théorie. Car après la Révolution, donc de 1429, les guildes qui ont pris les rênes du pouvoir se font tirer les oreilles pour honorer ces contrats d'assurance vie. Et c'est là qu'on arrive au 12 mars 1434. Ce jour-là, Gutenberg signe devant un notaire un acte de modération, c'est-à-dire un papier attestant de sa bonne foi dans le litige qui l'oppose à la ville de Mayence. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, les contrats de rente viagère de Mayence sont très clairs. Si la ville cesse de verser la rente, le possesseur du contrat a le droit, comme le stipule le contrat, de saisir, inquiéter et attaquer tout citoyen de Mayence, quel qu'il soit, pour le forcer à payer la somme. Et en mars 1434, le secrétaire municipal de Mayence, un certain Nicolaus de Verstadt, rend visite à Strasbourg. Gutenberg passe à l'action et saisit le bonhomme pour le jeter en prison. Il faut dire que ce Nicolaus est un farouche partisan des guildes.
Gutenberg devait donc le détester cordialement et ne pas se sentir trop triste à l'idée de le foutre en prison. Grâce à l'intercession de la ville de Strasbourg, qui a pas trop envie de se brouiller avec sa voisine sur le Rhin, une entente est trouvée. Le secrétaire est relâché et s'engage en échange à verser à Gutenberg ses arriérés de rente, soit la coquette somme de 310 gulden, l'équivalent de 90 000 € actuels. Bon alors en vrai, j'ai fait ça pas mal, mais ça n'a pas trop d'intérêt de faire ce genre de conversion, vu que la vie quotidienne a énormément changé en 500 ans, mais c'est pour vous donner une idée d'à peu près combien ça vaudrait aujourd'hui. Voilà, donc Gutenberg n'est pas du genre à se faire marcher sur les pieds. Une autre occasion nous en apprend encore un peu plus sur son caractère. C'est un autre procès dont on conserve l'acte final. Le 30 août 1437, Gutenberg est condamné à payer 15 gulden de dédommagement à un certain Klaus Schott. Mais dédommagement pourquoi ? Eh bien, Gutenberg l'a traité de, je cite, « pauvre type dans le besoin, menant une pauvre et misérable vie de mensonges et de tromperies ». Oh, quel gredin, mais oh, le scélérat, mais quel individu abject, mais quel sac à merde! Mais qu'a bien pu faire ce brave Schott pour mériter une telle insulte ? On imagine mal Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, avec sa barbe blanche et son air sérieux, distribuant des taquets à Strasbourg. Et pourtant, l'insulte remonte à 1436 lors d'un autre procès. Eh oui, Gutenberg était un habitué du parquet. Cette année-là, c'est une certaine Enneline zur den Iserin Türe, Annette de la Porte de Fer, qui lui flanque un procès pour rupture de promesse de mariage. Et oui, notre polisson ne faisait pas que travailler matin et soir, visiblement, il avait quand même quelques moments de détente. Alors on ne sait pas comment s'est terminé le procès, mais aucune source n'atteste d'un Gutenberg marié. Annette, d'ailleurs, ne se marie pas non plus. Il est probable que l'échec de son mariage avec l'inventeur de l'imprimerie lui ait définitivement brisé le cœur, ce qui est compréhensible. Ce serait un peu comme une rupture avec Mark Zuckerberg dans les années 2000, si vous voulez une comparaison moderne. Et Klaus Schott, dans tout ça, pourquoi cette insulte ? Eh bien parce qu'il a eu le toupet de témoigner contre Gutenberg lors du procès avec Annette, ce qui a dû, on imagine, sacrément agacer le Gut-Gut. Alors sinon, en dehors de ses occupations juridiques et matrimoniales, on va dire, Gutenberg semble mener une vie plutôt calme. C'est quand même un drôle de luron qui est un peu en dehors de toutes les cases. C'est un grand bourgeois à Mayence, mais à Strasbourg, il n'a pas de statut officiel, puisqu'il n'est membre d'aucune corporation et qu'il n'a pas la citoyenneté strasbourgeoise. Ses revenus, donc notamment ses rentes, le classent plutôt dans la bourgeoisie, et pourtant il vit à l'écart de la vie trépidante qui prospère dans l'ombre de la cathédrale. On sait en effet qu'il habitait dans le faubourg Saint-Arbogast, aujourd'hui le quartier de la Montagne Verte, à plusieurs kilomètres du centre-ville, hors de l'abri des remparts, et dans un endroit où on comptait à l'époque plus de hérons que d'habitants. Il ne vivait pas une vie ascétique pour autant, mais tenait ce qu'on appelle à l'époque une bourse. En gros, une bourse, ça veut dire que Gutenberg tient le gîte et le couvert dans sa maison pour un petit groupe d'hommes qui gravitent autour de lui. Cette vie de vieux célibataire est relativement fréquente à l'époque et ne choque personne. Cependant, une chose me chiffonne. Quoi donc ? Cette histoire de Kiki. Ah, on s'interroge en haut lieu. Vous n'allez pas parler du Kiki à côté ? Hubert, j'y suis tenu. Ça picole sec en tout cas, puisqu'on sait grâce au registre des taxes sur le vin qu'il fait rentrer en une année environ 2000 litres de vin dans sa cave, ce qui permet, même à plusieurs, une consommation relativement confortable. Alors, avec toutes ces informations, et ce qu'on sait de lui durant le fameux procès de 1439, un portrait commence à se dessiner. Un portrait de Gutenberg, l'homme sûr de lui, charismatique, bon connaisseur des ressorts de la justice et du droit des contrats. Un homme qui est capable de faire valoir ses droits, mais également de fédérer un groupe autour de lui pour se lancer à l'assaut de l'innovation dans une entreprise capitaliste. Un homme à la limite de la marginalité cependant. Pas tout à fait bourgeois, pas tout à fait homme du commun, une sorte d'être hybride que la société médiévale n'aime pas trop, elle qui adore ranger les gens dans des cases hermétiques. Un homme riche, enfin, mais paradoxalement toujours à court d'argent.
On ne sait jamais où donner de la tête avec lui. Les sources montrent tout et son contraire. L'inventeur charismatique, l'entrepreneur intrépide, succède au fripon séducteur, et le charretier qui insulte ses adversaires en plein tribunal succède au bourgeois respectable qui tient une bonne table pour ses amis. La seule chose dont on est certain, et je sais que ça va vous briser le cœur de l'entendre, c'est qu'il n'avait pas de barbe. Et non, au milieu du XVe siècle, la mode n'est plus à la belle barbe blanche, surtout pas quand on a 39 ans. C'est une vraie barbe de patriarche que tu t'es collé là. Hein? On peut toucher? Après le 22 janvier 1444, dernière date à laquelle Gutenberg est mentionné dans un document, l'inventeur ne laisse plus aucune trace à Strasbourg. Pendant 4 ans, jusqu'en 1448, on ne sait pas où il se trouve ni ce qu'il fait. De nombreuses hypothèses ont été construites pour tenter de combler ce trou béant dans sa vie et surtout de le combler en utilisant des théories justifiant sa future invention. L'hypothèse la plus probable reste toutefois le retour au bercail. Gutenberg serait de retour dans sa ville natale, cette perle du Rhin ravagée par les guerres intestines et perpétuellement au bord de l'abîme financier dans lequel elle s'entretient, Mayence. C'est dans la cité impériale de Mayence, où on est certain qu'il se trouve à partir de 1448, que Gutenberg va vivre son deuxième grand procès. Alors sur ce procès, on a encore moins d'informations que sur le premier, si c'est possible, mais on va quand même essayer de découvrir ce qui a pu se passer. La procédure ne nous est connue que par une seule source, l'instrument notarial de Helmasperger. Bon, dit comme ça, on n'y entend pas grand-chose, mais en fait, c'est assez simple. Il s'agit d'une grande feuille de parchemin, datée du 6 novembre 1455, sur laquelle le notaire Helmasperger a consigné et authentifié la prestation de serment d'un certain Johannes Fust. Retenez bien ce nom, parce qu'il va avoir un rôle crucial pour la suite non seulement de l'histoire, mais aussi de l'humanité. Alors, une prestation de serment, c'est une étape obligatoire dans un procès médiéval. Elle intervient après la première partie du procès, dans laquelle les juges entendent les témoins et se font une idée du cas qu'on leur a soumis. Par la prestation de serment, les parties en présence attestent de leur bonne foi. Chacun redonne sa version des faits, réitère ses griefs et se soumet à la décision finale des juges qui interviendra juste après. Ici donc, on se trouve le 6 novembre 1455 dans un monastère de Mayence, celui des Carmes déchaussés, si ça vous intéresse, et Johannes Fust, qui est vraisemblablement le demandeur dans ce procès, prête son serment devant notaire. Gutenberg, qui est vraisemblablement donc le défendeur, n'est pas présent. Il est représenté par des amis à lui. Cette source est d'une importance capitale pour nous, car elle récapitule tout ce qui s'est passé avant et nous donne les raisons du différend entre les deux hommes. Plongeons ensemble dans les faits. Fust accuse Gutenberg de ne pas lui avoir payé les intérêts d'une dette. Il explique qu'il a prêté 800 gulden, donc une somme énorme, l'équivalent de 200 000 €, pour, d'après la traduction exacte, finir l'œuvre. Le prêt était conclu pour un intérêt de 6%, mais il n'a visiblement pas suffi puisque Fust a consenti un deuxième prêt du même montant à Gutenberg. Sauf que le gars Fust, il n'a pas trouvé cet argent sous les sabots d'un cheval. Au contraire, il a lui-même emprunté la somme au prêteur juif de Mayence contre un intérêt de 6%.
Donc forcément, il n'est pas très content. Il accuse Gutenberg de ne lui avoir rien remboursé du tout, pas un copec, pendant que lui-même versait des intérêts à ses propres banquiers. Concrètement, en mettant tout bout à bout, il demande donc à notre bon Gut de lui rembourser 2020 gulden, donc l'équivalent de plus de 500 000 €. Une somme énorme. Gutenberg, on s'en doute bien, conteste. Et oui, sinon il n'y aurait pas de procès. Il reconnaît qu'il a bien emprunté 800 gulden à Faust, mais que ce prêt était gagé sur les outils qu'il comptait fabriquer avec cet argent pour continuer son œuvre des livres, comme le dit le texte. En gros, si Gutenberg n'était pas en mesure de rembourser, Faust pouvait saisir les outils. Par contre, notre bon Gut conteste la question des intérêts. Il affirme que Faust lui a dit ne vouloir aucun intérêt. C'était donc vraisemblablement le banquier que tout le monde rêverait d'avoir. Il faut avouer que l'équivalent de 200 000 € sans intérêt, c'est quand même plutôt sympa. Pour le deuxième prêt, là encore, Gutenberg dément. Il affirme que Faust ne lui a pas prêté 800 gulden, mais qu'il s'est engagé à verser 300 gulden par an pour entretenir les ouvriers, couvrir le loyer, acheter le papier et l'encre, bref, couvrir tous les frais de leur opération commune. Donc de la manière dont le présente Gutenberg, ces 300 gulden versés annuellement ne sont pas un prêt, mais une prise de participation dans une entreprise. Du coup, j'ai fermé ton PEL, on est financé, mon pote. Yes, on va monter notre start-up. On va être riche, limousine et biopic. Par contre, j'avais que 50 boules, moi, sur mon PEL. Ouais, je sais. Apparemment, avant même la prestation de serment, les juges avaient déjà fixé leur avis. L'instrument notarial explique que Gutenberg devra rembourser à Faust tout ce qui dépasse leur accord initial, mais sous 2 conditions. La première, c'est que Faust doit jurer avoir emprunté cet argent contre intérêt. Et oui, le prêt à intérêt est censé être interdit aux chrétiens. Donc si Faust l'a emprunté au même taux qu'il demande à Gutenberg, dans ce cas, il ne fait aucun profit, donc ça va, c'est légitime. Par contre, s'il réalise une marge sur les intérêts, là, c'est pas bon pour lui. Deuxième condition, la plus importante, Gutenberg doit produire la comptabilité de leur entreprise commune pour prouver ses dires. On en arrive à la prestation de serment. Faust jure qu'il a bien emprunté son argent contre intérêt au prêteur juif. Par contre, il a visiblement mis un peu d'eau dans son vin puisqu'il ne réclame désormais plus que 1550 gulden. Gutenberg est libéré de 500 gulden, c'est quand même pas rien. Bon, alors, comme d'habitude, ces informations soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Donc, comme d'habitude, on va y aller étape par étape. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux hommes pour qu'ils en viennent à s'en remettre au juge de Mayence ? Déjà, commençons par l'éléphant au milieu de la pièce. Que produisait cette fameuse entreprise ? Alors là-dessus, le doute n'est pas permis. Les termes utilisés, c'est-à-dire l'œuvre des livres, ne laissent pas trop de place pour l'imagination. L'entreprise commune produisait des bouquins. Avec plus de 1500 gulden de dépenses, impossible d'y voir un atelier de copiste qui coûte au moins 10 fois moins cher. Pas de doute, on y est. L'entreprise Faust et Gutenberg avaient pour objectif d'imprimer des livres. Nous y voilà donc. De ce constat simple, beaucoup de théories ont émergé. Il faut dire que pour Gutenberg, la suite des événements n'a pas dû être très facile. On sait qu'à partir de 1458, il arrête complètement de rembourser les différents emprunts qu'il a encore sur le dos, ce qui n'est pas le signe généralement d'une bonne santé financière. Rapidement, les érudits du 19e siècle notamment en ont tiré un enchaînement de faits qui a encore bonne presse aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots. Gutenberg aurait été l'inventeur génial, passionné par sa mission, tandis que Faust n'aurait été qu'un escroc, un financier prêt à tout pour s'enrichir. Faust aurait plumé Gutenberg
en le finançant pour qu'il finisse de mettre au point son invention, avant de lui coller un procès pour s'accaparer le fruit de ses recherches, laissant le pauvre inventeur mourir dans la misère. Alors, Gutenberg a-t-il été le dindon de la presse ? Eh bien, pour le découvrir, il nous faut retracer les premières publications sorties de cette fameuse imprimerie, la toute première qui ait existé dans le monde. Par chance, on en a conservé pas mal d'exemplaires qui ont été étudiés avec attention pour en déterminer la date et surtout pour savoir dans quel ordre ils ont été publiés. La toute première publication datée de manière certaine est une indulgence. Si vous aviez en tête un bouquin magnifique qui pèse 3 tonnes relié avec une couverture dorée, on n'y est pas du tout, détrompez-vous. Ce premier document n'est qu'une simple feuille de papier portant 31 lignes de texte très exactement. En fait, une indulgence, c'est une forme de contrat. Elle est émise par la papauté qui offre une remise des péchés en contrepartie du versement d'une certaine somme d'argent. On en produisait des quantités industrielles comportant un texte stéréotypé, toujours le même, sur lequel on notait le nom du propriétaire lors de l'achat. Et c'est comme ça qu'on peut dater cette fameuse toute première indulgence. Elle a été achetée le 22 octobre 1454 par une certaine Margaret Kremer à Erfurt, donc en Allemagne, comme vous l'aviez deviné, au patronyme de cette brave dame. À cette date, la papauté lève de l'argent pour défendre Chypre contre les Ottomans, qui viennent même de prendre Constantinople. À Rome, on ne se sent pas très en sécurité et on est prêt à toutes les extrémités pour financer rapidement une croisade. Pour un imprimeur en herbe, les indulgences sont du pain béni. Ces textes stéréotypés, sans grand intérêt calligraphique ni artistique, sont une véritable plaie à recopier sans faire de faute. Et oui, on n'a pas envie d'arriver au paradis avec une indulgence pleine de fautes. Si quelqu'un dispose d'une technologie nouvelle permettant d'en produire rapidement de grandes quantités fiables et à moindre coût, ce quelqu'un est sûr de faire fortune. Côté impression, cette indulgence comporte donc 31 lignes de texte, et les titres sont imprimés avec un caractère particulier. C'est un type, donc une forme de caractère, une police d'écriture si vous voulez, qui est appelée le décatype. Retenez bien ça, on va en reparler très vite. À peu près au même moment, on sait qu'une autre production est sortie de l'imprimerie. Un truc qui s'appelle le calendrier turc, qui constitue une sorte de pamphlet pour exhorter les chrétiens à se mobiliser contre l'avancée ottomane, encore une fois. Les exemplaires qu'on a conservés parlent d'une victoire chrétienne qui n'a été connue à Mayence que début décembre 1454 et souhaite une bonne année 1455 aux lecteurs. C'est quand même sympa. Ils datent donc du mois de décembre 1454 et sont quasiment contemporains des premières indulgences. On connaît également plusieurs exemplaires du Dona, une grammaire très utilisée à l'époque pour former les élèves au latin classique et qui pourrait également être daté de 1454 sans plus de précision. Les Dona également sont imprimés avec le fameux décatype qui tire d'ailleurs son nom de Dona und Kalendar. Dona et calendrier. Le Dona est un ouvrage très répandu, mais pour lequel l'imprimerie peut apporter un avantage crucial. La reproduction sans aucune faute, qui a toujours été le talon d'Achille des manuscrits médiévaux. On commence à voir à peu près le format des feuilles qui sortent de cette toute première presse. Des publications à bas coût, avec un tirage très élevé, pas très intéressantes à recopier, mais pour lesquelles une forte demande existe. Et puis, il y a le chef-d'œuvre. Celui que vous avez forcément en tête, dont vous avez déjà vu des images à l'école et qui symbolise à lui tout seul la nouvelle invention, la fameuse Bible de Gutenberg. Alors pour être tout à fait technique, on l'appelle généralement plutôt la B42. Rien à voir avec le cocktail à base de Kahlúa et de Baileys, elle tire cette appellation du nombre de lignes, 42 sur chaque feuille. La B42 est en effet un chef-d'œuvre. À côté, les indulgences et les autres grammaires latines de 1454 ressemblent à des gribouillages d'enfants. La B42, ce sont 2 tomes de plus de 300 feuillets chacun, au format in-folio, c'est-à-dire avec une feuille de papier pliée une seule fois, donc à peu près la taille d'un A3 actuel. Côté impression, c'est magnifique.
une belle encre noire et brillante, sans bavure, des lignes bien justifiées, bien nettes, égales, imprimées dans un type élégant et très lisible. On imagine un peu le travail nécessaire pour produire ce gros bébé alors que l'imprimerie est encore dans ses tout premiers pas. Mais on y reviendra. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est sa date. On a retrouvé sur un des exemplaires la signature d'un peintre, un dénommé Heinrich Kremer, travaillant à Mayence, qui note avoir terminé son travail de rubrication en août 1456. La rubrication, c'est la peinture manuelle des lettrines rouges qui ornent le début des paragraphes. Et oui, c'était encore assez artisanal. Donc, est-ce que ça veut dire que la B42 date de 1456 ou d'un tout petit peu avant ? Eh bien, pas forcément, si on en croit une autre source, un peu providentielle, il faut quand même bien le dire. Il s'agit d'une lettre d'Enea Silvio Piccolomini, qui n'est alors que cardinal, mais qui va bientôt devenir pape sous le nom de Pie II. Mais ça, on s'en fout. Non, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il raconte dans la lettre. La lettre date de mars 1455, mais raconte un événement vécu par Piccolomini lui-même en octobre 1454 dans la ville de Francfort. À cette date, il est en tournée dans le coin pour lever des fonds et organiser la croisade contre les Ottomans, toujours elle. Il tombe alors sur un événement singulier, une vente de Bibles. Écoutez ce qu'il écrit. Sur cet homme étonnant que j'ai vu à Francfort, on ne m'a rien écrit de faux. Je n'ai pas vu de Bible complète, mais un certain nombre de cahiers de 5 feuilles, d'une écriture très nette et très correcte, nulle part fautive, que ta dignité aurait lu sans peine et sans lunettes. Par plusieurs témoins, j'ai appris que 158 volumes étaient finis, quoique d'autres assurent qu'il s'agit de 180. Si j'avais su ton désir, j'aurais sans doute acheté un volume. Ce que je crains, c'est que ça ne soit pas possible, parce que, dit-on, avant que les volumes fussent finis, il y avait des acheteurs tout près. Voilà, la lettre est donc très claire. À l'automne 1454, au moment où Margaret Kremer achetait son indulgence à 31 lignes, la fameuse B42 est déjà prête. On suppose qu'il s'agit de la B42, mais avec de bons arguments. Déjà, on imagine mal un atelier de copistes produire 180 Bibles d'un coup, c'est un volume énorme. Ensuite, parce que le destinataire de la lettre, qui est le cardinal Juan de Carvajal, qui avait 54 ans à ce moment-là, aurait pu la lire sans lunettes. Ça colle bien avec l'écriture très lisible et de grande taille de la B42. Enfin, parce que s'il s'était agi d'une Bible manuscrite, classique, Piccolomini ne l'aurait même pas remarqué, il avait l'habitude après tout. Il ne peut donc s'agir que de la B42, toute fraîche sortie de la presse de Gutenberg et de Faust. C'est imparable. C'est imparable. Donc revenons à notre procès Faust versus Gut-Gut. La prestation de serment date du 6 novembre 1455. Alors, difficile de savoir quand le procès lui-même a eu lieu, mais on imagine au printemps 1455, ce serait assez logique. Donc, on peut déjà tordre le cou à la théorie d'un Gutenberg piégé par un Faust machiavélique. Au moment où le procès commence, le but de leur collaboration avait déjà été produit. Le duo avait réussi son pari haut la main, en produisant, grâce à l'argent de Faust et au génie de Gutenberg, un chef-d'œuvre qu'on retrouve dès octobre 1454 en vente à Francfort. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Si le duo a réussi, pourquoi se sont-ils écharpés sur des questions financières ? Pourquoi n'ont-ils pas continué à imprimer ensemble pour devenir riches et célèbres et partager les gains de leur entreprise commune ? Pourquoi, plutôt que de capitaliser sur l'avance technologique qu'ils avaient réussi à atteindre pour lancer un business florissant, ont-ils laissé l'amertume pourrir en haine au point de se sauter à la gorge et d'étaler leur discorde devant les tribunaux ?
Alors, pour le déterminer, il faut se livrer à un travail d'archéologie industrielle. Comment Gut et son pote Fousto ont-ils imprimé leur Bible et les autres publications de gros tirage? À quoi ressemblait la toute première imprimerie du monde? Maintenant qu'on sait comment faire, l'impression de livres nous semble être d'une facilité enfantine. On prend des caractères en métal, qu'on assemble dans une sorte de réglette pour former une ligne. Ça, c'est l'étape qu'on appelle la composition. Une fois la page entièrement composée, on l'insère dans une grosse presse en bois. On la badigeonne d'encre, on met une feuille en dessous, on donne 2-3 coups de manche et hop, on vient d'imprimer une feuille, easy peasy. Effectivement, dit comme ça paraît super simple. Mais n'oublions pas une chose. Gutenberg et Faust sont les toutes premières personnes à réaliser cette opération. Personne ne peut leur expliquer comment faire. Ils doivent résoudre un par un chacun des innombrables problèmes techniques qui s'imposent à eux dans cette entreprise d'un nouveau genre. Alors on va voir comment ils ont réussi à dépasser ces problèmes, mais en gardant une chose à l'esprit. On n'a conservé aucun caractère, aucun type de Gutenberg, ni même aucune publication qui porte son nom. Tout ce qu'on pense savoir est reconstitué à partir des traces qu'il nous reste et de ce qu'on sait de l'industrie de l'imprimerie naissante après la mort de Gutenberg. Voilà, donc maintenant que vous êtes avertis, allons-y pour reprendre le processus d'impression étape par étape. La première étape donc, c'est de produire des caractères, des types en métal. Ça, c'est le vrai coup de génie de Gutenberg. Rendez-vous compte, pour composer une page entière de la B42, un imprimeur a besoin de pas moins de 2000 signes différents. Or, pour que son copain qui actionne la presse puisse travailler sans trop d'interruptions, on pense que le compositeur produisait plusieurs pages d'un coup. Pour avoir de la marge et modulo les lettres qui se répètent plus souvent que d'autres, un compositeur devait avoir au moins 8000 caractères à sa disposition. Donc on voit rapidement le premier problème. Pour faire fonctionner une imprimerie, il faut pouvoir produire rapidement des caractères tous identiques. En plus de ça, il faut qu'ils aient tous la même taille dans les 3 dimensions. On parle de hauteur en papier pour la profondeur du type, de chasse pour sa largeur et de corps pour la hauteur du caractère. Et il faut évidemment que les arêtes des différents caractères soient parfaitement parallèles. Si on néglige ne serait-ce que l'un de ces aspects, on aura l'impression que les lettres dansent sur la feuille et peut-être même qu'elles ne s'imprimeront pas et le résultat sera parfaitement illisible. Le coup de génie de Gutenberg, c'est donc d'avoir inventé le moule à caractères réglable dans toutes les dimensions dont on vient de parler. Concrètement, on commence par graver un poinçon en métal dur qui porte la future lettre en relief. Avec ce poinçon, on va estamper la forme de la lettre dans un métal un peu plus mou, par exemple du cuivre. Cette forme de lettre qui est désormais en creux, on va ensuite la placer au fond d'un moule réglé aux bonnes dimensions. Il ne reste donc plus qu'à verser dans le moule un alliage de métal suffisamment dur pour imprimer sans se déformer, mais avec une température de fusion suffisamment basse pour ne pas avoir besoin d'un haut fourneau dans son jardin. Alors on ne connaît pas exactement la composition des types de Gutenberg, mais on imagine, en comparant avec les types qui viendront plus tard dans l'histoire de l'imprimerie, qu'ils étaient composés d'un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine pour avoir toutes les propriétés nécessaires. Donc c'est parti, maintenant qu'on a notre moule, l'invention centrale du dispositif, il ne reste plus qu'à enquiller. On règle, on place la lettre, on coule l'alliage et on passe à un autre moule en attendant que notre type refroidisse. On pense que Gutenberg pouvait à peu près en couler 1 par minute. Donc vous imaginez le boulot pour en produire 8000, autant dire qu'on n'est pas couché. Alors maintenant qu'on a tous nos types disponibles, on peut passer à la composition. Pour faciliter le travail, le compositeur range ses types dans une sorte de grand tiroir divisé en de nombreuses cases, c'est ce qu'on appelle la casse, avec les majuscules en haut et les minuscules en bas. Il prend une page de manuscrit comme exemple, et c'est parti. Une par une, il compose les lignes qui vont former la page. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas retrouvé les types de 14254, ni le décatype, ni celui de la B42. Mais heureusement, on sait quand même à quoi ils ressemblaient.
Les imprimeurs ont fait quelques erreurs de placement et on a conservé dans certaines publications l'empreinte d'un caractère placé sur sa tranche au lieu d'être bien vertical. Donc ça laisse une espèce d'empreinte de fantôme qui montre à quoi ressemblait un caractère. Donc on sait qu'un type était une sorte de parallélépipède de en gros 2,5 cm à 3 cm de côté avec un biseau sur la partie haute. On pouvait ainsi plus ou moins limer le biseau pour compenser d'éventuelles erreurs de fonte. À cette époque, les types ne comportent pas encore de détrompeur, cette sorte de petite encoche sur un des côtés pour permettre au compositeur de savoir, grâce au toucher, dans quel sens le type doit être placé. Et oui, un P dans le mauvais sens, ça devient un D. Imaginez par exemple que vous vouliez écrire Denis, mais que vous placez le D dans le mauvais sens, tout de suite ça fait pas très bon genre. Bref, à l'époque le détrompeur n'existait pas, donc il fallait faire bien attention. La composition, c'est un travail harassant qui pète les yeux. D'après l'analyse des B42 restantes, c'est-à-dire une petite cinquantaine, on sait qu'au moins 6 compositeurs différents travaillaient en même temps. Et comment on le sait ? Eh bien grâce au raccord, évidemment. Pour éviter de perdre du temps, la Bible était divisée en 6 morceaux dont s'occupait un compositeur à la fois. Il y a donc des endroits où on voit la fin du travail d'un compositeur et le début du travail d'un autre. Et comme la B42 a été imprimée en de nombreux exemplaires, on retrouve ces raccords d'un exemplaire à l'autre. Comme les compositeurs n'avaient pas tous le même niveau, on voit également des différences dans la maîtrise de l'orthographe et dans la justification, c'est-à-dire la capacité à former des lignes qui font toutes la même longueur. Troisième étape, maintenant qu'on a nos pages prêtes à passer sous la presse, il nous faut un support pour imprimer. Gutenberg et Fust ont imprimé à la fois sur du parchemin et sur du papier, ce dernier support étant encore relativement cher à l'époque. Il faut dire que pour être certain d'avoir la meilleure qualité, on devait l'importer d'Italie à grands frais. Sur la B42, on reconnaît 3 marques de papeterie différentes. On a une enseigne de tête de bœuf, la meilleure qualité, et 2 enseignes de moindre qualité, en l'occurrence à la grappe de raisin et au bœuf courant. Comme nos 2 lascars étaient malins, ils ont fait ce qu'on appelle du panachage. Pour que les différences de qualité ne sautent pas trop aux yeux, ils vendaient quand même un truc qui valait la peau du cul, ils mélangeaient les différents papiers dans chaque cahier, histoire, si vous voulez, de faire du cache-misère. Le lien entre le type et le papier, eh bien c'est l'encre. Là encore, il y avait du travail. L'encre des copistes était trop liquide et trop brune pour pouvoir servir à l'imprimerie. Et comme l'imprimerie n'existait pas, il n'y avait pas de solution toute prête sur l'étagère. Gutenberg a donc dû tester avec ses potes de nouvelles formules d'encre, avec sans doute de nombreuses expérimentations et corrections, avant d'arriver à celle de la B42, bien noire et bien brillante. D'ailleurs, elle est assez étonnante, cette encre. Elle est plutôt grasse, donc on imagine que le liant était de l'huile et non de l'eau, comme dans la plupart des encres à manuscrit. En l'analysant, on y a retrouvé du cuivre, du plomb et même du titane, donc la formule devait être sacrément complexe. Donc voilà, on prend notre encre et on l'applique généreusement sur les types en utilisant une sorte de tampon en cuir recouvert d'étoffe. Maintenant que tout est prêt, on peut passer à la dernière étape, celle de l'impression elle-même. Pour ça, Gutenberg et son associé ont modifié la presse bien connue des vignerons. Mayence, c'est une grande ville viticole à l'époque. Donc la presse, c'est une grosse machine en bois, dotée d'une vis permettant d'appliquer une pression sur la platine, l'espèce de planche sur laquelle est fixée la page à imprimer. La presse, c'est un autre coup de génie. C'est elle qui permet une pression égale sur toute la feuille, et surtout une pression suffisante pour avoir des lettres bien nettes et d'une couleur unie. Dès que la feuille est imprimée, on la sort et on la met sur une espèce de corde à linge pour qu'elle sèche pendant 24 heures. C'est seulement après qu'on pourra la repasser sous la presse pour imprimer de l'autre côté. Alors on estime que l'imprimerie de Mayence produisait environ 2 pages complètes par jour et par presse. Alors je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais pour les 180 exemplaires qu'on imagine pour la B42, ça veut quand même dire 232 000 coups de presse. Donc ça fait les biceps. Et une fois que tout est prêt, il n'y a plus qu'à livrer. À la fin du Moyen-Âge, on vend fréquemment les livres par cahier, charge à l'acheteur de les faire relier lui-même avec la reliure qui lui convient.
Bon, alors, c'est cool, on a nos bibles sous la main, on connaît plus ou moins la date des premières impressions de Mayence, à l'automne 1454, mais qu'est-ce que ça nous apprend sur Gutenberg et sur notre procès? Eh bien, pas mal de choses, justement. Déjà, on va commencer par le plus évident. L'entreprise de Fust et de Gutenberg a bel et bien fonctionné. Elle a produit à la fois le chef-d'œuvre de la B42 et les diverses publications moins soignées, mais imprimées dans de plus gros volumes. Ça fait déjà une énorme différence avec l'entreprise de Gutenberg à Strasbourg, pour laquelle on ne conserve aucune publication, et qui logiquement n'a donc jamais atteint le seuil pleinement opérationnel. Vous êtes nuls. Non, c'est pas qu'on est nul, c'est qu'en fait, quand on est en plateau, en fait, c'est un exercice. Voilà, on est... Alors, les esprits chagrins pourront dire que vu qu'aucune publication de 1454 ou 1455 ne porte de signature, on ne peut pas être certain qu'elle soit bien attribuable à Gutenberg. Alors oui, c'est vrai, mais quand même. On ne peut pas imaginer qu'en 1454, une autre imprimerie ait été opérationnelle sans qu'on en ait la moindre trace. Il y a bien des théories qui attribuent une invention plus ancienne à d'autres personnages, mais sans aucune preuve matérielle. Si on est sérieux, on ne peut pas envisager une telle possibilité. Et puis on voit mal pourquoi un procès aurait eu lieu en 1455 portant sur l'œuvre des livres si les publications de 1454 émanaient d'un autre atelier. Non, en 1454, il n'y a vraisemblablement qu'une imprimerie qui fonctionne dans le monde, celle de Gutenberg et de Fust à Mayence. Mais alors si ça fonctionne, pourquoi se disputent-ils? Après tout, si Fust a prêté de l'argent à Gutenberg pour monter une imprimerie et que ladite imprimerie a sorti des publications, eh ben tout va bien, non? Eh bien non, et on peut même dire pourquoi. On l'a dit, cette imprimerie est la première au monde. Aucun modèle économique n'existe pour cette nouvelle industrie. Comment Gutenberg et Fust auraient-ils pu savoir combien leur imprimerie allait coûter? Eh bien c'est là, justement, que le bât blesse. Reprenons notre description de l'imprimerie de tout à l'heure. Il n'y avait évidemment pas que nos deux compères qui bossaient là-dedans, il y avait également 6 compositeurs, peut-être pas tous en même temps, c'est vrai, mais également des ouvriers pour ancrer, pour manœuvrer la presse, et puis peut-être aussi du monde pour nourrir et pour loger tout ce beau monde. Et oui, à Mayence, au milieu du XVe siècle, la journée de travail durait entre 12 et 14 heures, et beaucoup d'ouvriers étaient logés et nourris sur place, aux frais de l'employeur. Il est alors couramment admis que 20 gulden par an constituent un salaire décent pour un ouvrier. Comme on estime qu'une équipe de 15 personnes a été nécessaire, ça fait déjà 300 gulden par an. Tiens, mais 300 gulden justement, est-ce que c'est pas la participation annuelle que Fust devait verser d'après notre bon Gutenberg? Eh mais si, on dirait bien. Sauf qu'à tout ça, il faut encore rajouter pas mal de frais. Le papier déjà, puisqu'il faut le faire venir d'Italie en grande quantité. Le loyer du local, évidemment, c'est qu'il en faut de la place pour loger 15 personnes et installer des énormes presses en bois. Évidemment, il faut produire de l'encre, en grande quantité aussi. Il faut payer le transport une fois qu'on a fini les bibles et les autres publications pour aller les vendre là où on trouve de la clientèle. Et ça, c'est uniquement pour les frais de fonctionnement. Mais avant d'avoir des imprimeurs qui charbonnent toute la journée, il faut bien créer l'outillage, les machines. Faire fabriquer les presses par des menuisiers et les réparer si besoin. Fabriquer tous les moules pour les types et acheter le métal pour les fondre. Tous les poinçons nécessaires aux 220 caractères différents qui sont connus pour la B42. Bref, plein de frais. Sans compter que tout ça est parfaitement expérimental. Combien de caractères a-t-on dû fondre avant d'arriver au type final? Combien de litres d'encre a-t-on dû mélanger avant de trouver la formule parfaite? Vous êtes la fable et la risée de tout le monde, et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare,
de ladre, de vilain et de fesse Mathieu. Bref, vous voyez où je veux en venir. Cette toute première imprimerie, c'est un véritable gouffre financier. On a du mal à l'estimer, mais on a un témoignage de première main. Quelques années après la mort de Gutenberg et de Faust, un dénommé Pierre Schoeffer, qui était vraisemblablement le fils adoptif et qui deviendra le gendre de Faust, écrit que 4000 gulden avaient été dépensés dans l'œuvre d'imprimerie alors que seulement 4% de la Bible était imprimée. Donc là, on dépasse le 1 000 000 d'euros actuel. On ne sait pas trop quoi penser de ce chiffre en particulier des 4000 gulden, mais il est très clair que le coût réel de l'atelier d'impression a largement dépassé les prévisions de Faust et de Gutenberg. On voit bien d'ailleurs que les deux hommes cherchaient à économiser. C'est très clair en regardant de près les exemplaires de la B42. Pour certains, les premières pages ont été imprimées en polychromie, avec les lettrines en rouge et le texte en noir. Rapidement toutefois, les imprimeurs ont abandonné cette technique trop complexe et trop coûteuse qui impliquait 2 passages sous presse. Ces premières pages comportent également 40 lignes, puis on passe rapidement aux 42 qu'on connaît, une composition certes moins lisible, mais qui permet d'économiser 10 à 12% de papier. Bref, on revoit les ambitions à la baisse. Continuez d'économiser. Voilà, alors, avec tout ça, on en sait assez pour essayer de construire une chronologie approximative des événements. En 1448, Gutenberg est à Mayence, ça, on le sait. Grâce aux arriérés d'intérêt que Faust lui réclame en 1455, on pense que le prêt initial a dû lui être consenti à la fin de l'année 1449. À cette époque, Gutenberg est vraisemblablement parvenu à imprimer un échantillon, au moins suffisamment pour convaincre Faust de s'engager avec lui dans une entreprise capitaliste aussi énorme. Il faut dire que Gutenberg, quand même, il peaufine sa technique depuis au moins 1436, donc il commence à avoir de la bouteille, et on sait bien qu'il a tendance à se montrer convaincant. Dans tous les cas, Faust lui prête 800 gulden pour perfectionner ses outils et les préparer à la prochaine étape, c'est-à-dire le passage à l'échelle industrielle. D'après Gutenberg lors du procès, Faust a accepté de le libérer des intérêts sur ses 800 gulden. Il est probable que les deux hommes envisageaient déjà de monter une affaire ensemble. Faust lui fait confiance. Il sait que les outils sur lesquels travaille Gutenberg ont une immense valeur et qu'il pourra toujours les récupérer si jamais l'inventeur ne peut pas rembourser. En tout cas, il espère sans doute qu'avec ce premier prêt, Gutenberg parviendra à réaliser l'outillage qui sera ensuite utilisé dans l'entreprise commune. Ce premier outillage, c'est vraisemblablement le décatype, celui qui a servi pour les indulgences à 31 lignes, l'outillage qui appartient à Gutenberg. Vers 1450 ou 1451, l'outillage est prêt. Les deux hommes s'associent donc pour lancer le premier atelier d'impression au monde. Il leur faut 3 ou 4 ans pour parvenir à leur fin. La B42 est enfin achevée en octobre 1454, la vente peut désormais commencer. Comme on le verra juste après, on a de bonnes raisons de penser que la B42 était le projet de Faust et que Gutenberg préférait imprimer des publications à 3 sous qui se vendaient bien. Notre inventeur avait donc passé la moitié de sa vie à mettre au point une technologie révolutionnaire qui allait changer le monde, tout ça pour imprimer des tracts. Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Ce qui est étonnant, c'est que souvent ces deux qualités vont ensemble. C'est sans doute au moment de la vente de la B42 que se situe le point de bascule. Faust a fini par se rendre compte que le bénéfice ne couvrait pas l'immense capital engagé dans l'aventure. Au même moment, des publications à gros tirage sortent également de l'imprimerie, en utilisant le fameux décatype dont on pense qu'il était la propriété personnelle de Gutenberg, contrairement au type de la B42 qui était la propriété de l'entreprise commune. Peut-être Gutenberg, libéré du travail sur la B42, a-t-il décidé de retourner à ses publications de médiocre qualité mais de bon rendement, qui se vendaient mieux qu'une énorme Bible et permettaient surtout de dégager une bien meilleure marge. Ce ne sont évidemment que des suppositions,
Mais on imagine que la comparaison entre un chef-d'œuvre non rentable et des publications plus modestes mais de bon rendement a dû creuser le fossé entre les deux hommes, voire même pousser Faust à l'aigreur en comprenant que son argent était perdu. Aigreur, voire ressentiment, qui nous amènerait au procès de novembre 1455. De ce procès, on ne connaît que la prestation de serment. On ignore tout de son issue, mais là encore, on a quelques informations qui nous permettent de l'imaginer. À partir de 1455, on sait que les indulgences ont continué à être imprimées, mais en deux versions. La version à 31 lignes, qui utilise le décatype pour ses caractères de titre, cohabite désormais avec une deuxième version à 30 lignes, utilisant cette fois le type de la B42. Par ailleurs, la version à 31 lignes ressemble beaucoup aux autres productions en décatype, tandis que la version à 30 lignes est plus soignée, plus esthétique. On peut donc penser que les deux anciens associés travaillent désormais de manière séparée, tout en utilisant peut-être le même atelier. En tout cas, c'est l'hypothèse la plus probable. Plutôt qu'un versement énorme que Gutenberg ne pouvait ou ne voulait pas effectuer, le procès a dû finir en accord, peut-être avec la répartition de l'outillage. Faust a pu partir avec l'outillage utilisé pour la B42, qui était leur entreprise commune, tandis que Gutenberg aurait conservé son outillage propre, le fameux décatype. Cette hypothèse est confirmée par un ouvrage imprimé en 1457 qu'on appelle le Psautier de Mayence. La particularité de cet ouvrage, hors de son esthétique superbe, de sa calligraphie élégante et de sa polychromie soignée, c'est qu'il est signé. C'est le tout premier ouvrage imprimé de l'histoire qui est directement attribuable à quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce sont en fait deux hommes, Johannes Faust et Pierre Schoeffer. Exit Gutenberg. 3 ans seulement après la première production industrielle de ce nouvel art, il existe déjà 2 entreprises concurrentes. Mais alors, que peut-on penser de ce duo iconique ? Sont-ils une sorte de Titi et Gros-Minet médiévaux, dont l'un a été le souffre-douleur de l'autre ? Peut-on véritablement voir en Gutenberg un inventeur génial mais crédule, mort dans la misère après avoir apporté la lumière à l'humanité ? Et peut-on voir en Faust un financier sans scrupules, un escroc prêt à tout pour s'emparer d'une invention qui allait changer la face du monde ? Eh bien, comme vous le savez maintenant, non, on ne peut pas. Mais allons même encore plus loin. On ne sait pas grand-chose de Johannes Faust. On ignore même son métier exact, si ce n'est qu'il compte plusieurs orfèvres dans son entourage. Par contre, on peut déduire de son œuvre un sentiment esthétique profond, un attrait pour la beauté artistique. C'est même très clair après la séparation. Le Psautier de Mayence, qui est en 1457 la première grande publication de Faust sans Gutenberg, est absolument magnifique. Par contre, on le trouve encore en 1470 dans le catalogue de l'imprimerie de Pierre Schoeffer, le gendre et associé de Faust. On a donc de bonnes raisons de penser que le Psautier n'a pas été un best-seller et que Schoeffer en gardait encore quelques exemplaires sur les bras en 1470 dont il avait bien envie de se débarrasser. D'ailleurs, après la mort de Faust en 1466, Pierre Schoeffer revient rapidement à des publications de moindre qualité mais de plus fort tirage. Une direction que Gutenberg suit également entre 1456 et 1460, et dont on peut penser qu'elle convenait mieux à sa vision. Avec ces quelques éléments, il apparaît clair que Faust n'était pas un horrible financier avide d'argent, mais au contraire un esthète, prêt à engager des fonds énormes pour produire quelque chose de véritablement
beau. Gutenberg, par contre, on commence à bien le connaître, non? Ce qui l'intéresse, c'est la mécanisation, la massification. On le voit à son décatype, ce n'est ni un esthète ni un amoureux des livres, c'est un optimisateur, un entrepreneur pur jus. Pas le genre dindon de la farce donc. Après tout, il a réussi 2 fois dans sa vie à se faire confier des sommes énormes, d'abord à Strasbourg, puis à Mayence. On voit bien qu'il est à l'aise avec les contrats, avec la fondation d'entreprise, bref, c'est un homme en phase avec le nouveau mode de production capitaliste qui n'en est alors qu'à ses balbutiements. Évidemment, avec 2 caractères aussi différents, l'attelage ne pouvait qu'exploser en vol. Sans doute les 2 hommes partageaient-ils au moins la conscience que leur invention avait un pouvoir exceptionnel. Gutenberg savait qu'elle pouvait rapporter gros, et que bien utilisée, l'imprimerie le rendrait riche, lui, mais également ses créanciers. Fust avait bien compris son potentiel et concevait le projet de l'utiliser pour produire des ouvrages encore plus beaux, plus réguliers et plus fiables que ceux des copistes. S'ils s'entendaient sur l'intérêt de l'invention, c'est bien sur son utilisation que les 2 hommes divergeaient complètement. Le projet de B42 ne pouvait pas leur apporter satisfaction à tous les 2. La première Bible imprimée ne pouvait pas être à la fois belle, parfaite, rapide à imprimer, prestigieuse et dégager un bon rendement. C'était trop demandé à cet art naissant qu'était alors l'imprimerie. Rétrospectivement, on peut penser qu'il était difficile pour Fust de percevoir cette invention pour ce qu'elle était vraiment. On sent par exemple dans les impressions de Gutenberg que l'inventeur avait en tête des idées nouvelles. Il voulait utiliser l'imprimerie pour faire plus vite et à plus gros volume ce que les copistes faisaient mal et sans plaisir. Ce n'était pas encore l'idée vraiment d'un nouveau marché, mais c'en était quand même les prémices. C'est avec cet état d'esprit que les premiers successeurs de Gutenberg allaient étendre le marché du livre et de l'imprimer bien au-delà du cercle des érudits. L'empereur Maximilien, par exemple, allait utiliser à tour de bras l'imprimerie allemande pour produire à la toute fin du XVe siècle des quantités astronomiques de pamphlets pour soutenir ses idées politiques auprès de son peuple. Voilà une façon radicalement nouvelle de considérer le papier en tant que support. Pour prendre une comparaison un peu plus moderne, Gutenberg et ses successeurs voulaient inventer la voiture pour pouvoir voyager plus loin et à moindre coût. Fust, lui, voulait utiliser cette innovation pour voyager dans les mêmes endroits, à la même vitesse que le cheval, mais dans un plus grand confort. Et la suite allait donner raison à la vision de Gutenberg. Il avait un iPad qu'il utilisait à 1% de ses capacités. T'as vu, il y a un chronomètre dessus. Dès la mort des 2 premiers imprimeurs, la nouvelle invention entre dans une phase de développement intense. En 1460, il y a déjà un atelier d'imprimerie à Strasbourg, celui de Mentelin, et un autre à Bamberg, celui de Pfister. Mayence est encore à ce moment-là le véritable épicentre de l'imprimerie. C'est là-bas que se trouve encore Gutenberg qui va mourir en 1468 et Fust qui va mourir en 1466, et c'est là-bas également que se trouvent les ouvriers qu'ils ont formés. En 1462, un événement militaire va donner un coup de pouce à l'imprimerie. Il s'agit du sac de Mayence. Dans un nouvel avatar de la guerre civile qui couve dans la cité sans jamais s'éteindre, Mayence est pillée par une armée ennemie dans le cadre de la rivalité entre les 2 prélats qui prétendent au trône d'archevêque. Ce triste événement frappe durement la cité et ruine sa toute jeune industrie. Les ouvriers qui travaillaient dans l'atelier mayencé s'enfuient et vont exporter avec eux ce savoir-faire unique au monde qu'ils ont acquis depuis 1454. Pour Mayence, c'est une catastrophe. Mais pour le monde, c'est une aubaine. L'imprimerie va enfin quitter les bords du Rhin pour diffuser son innovation dans l'Europe entière. En 1493, l'imprimeur Anton Koberger emploie déjà 100 ouvriers dans son atelier de Nuremberg. 24 presses font tourner toute la journée 30 types de caractères différents et les productions inondent le vieux continent. 25 ans après la mort en 1468 de celui qui l'avait imaginé en bricolant dans son atelier du faubourg Saint-Arbogast, l'imprimerie est déjà devenue une industrie.
et le monde ne sera plus jamais le même. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. Si vous avez envie de soutenir le podcast, le meilleur moyen de le faire, c'est de liker, commenter, partager et s'abonner sur YouTube, Spotify, Deezer, me suivre sur Facebook, Instagram, bref, contribuer à faire grandir la communauté des passionnés du Moyen-Âge. Pour le prochain épisode, on va rester dans le domaine du livre, mais en passant cette fois-ci de l'autre côté de la page. Après avoir parlé de ceux qui fabriquaient les livres, on va parler de ceux qui les lisent, c'est-à-dire les étudiants. Et oui, l'université est une invention médiévale, mais elle n'avait pas grand-chose à voir avec celle que l'on connaît aujourd'hui. Entre les cours assis sur des balles de paille, le système des collèges avec leurs pensions, la copie des livres à la bibliothèque pour ramener le savoir chez soi et les exactions des bandes d'étudiants qui terrorisent les bourgeois, vous allez être bien dépaysés, c'est moi qui vous le dis. À la prochaine!